Je vous avais dit que de grandes choses arrivaient, et Bibi Netanyahou ne nous a pas déçus. 110 milliards sont désormais investis dans la production d'armes en Israël, et je ne saurais trop insister sur l'importance de cette décision. Israël va devenir indépendant au cours de la prochaine décennie. Et je ne veux pas dire « je vous l'avais bien dit », mais c'est exactement ce que j'avais prédit. Netanyahou affirme que cette décision majeure vise à réduire notre dépendance envers tous les acteurs, même les alliés. Il fait ici référence aux États-Unis, qui ont grandement favorisé nos capacités militaires. Est-ce une bonne décision ou une décision dangereuse, risquant de fâcher notre plus grand allié, ou bien est-ce l'aube d'un nouveau jour pour Israël? Comme toujours, nous allons tout analyser. Ici Mira Keisha sur JNS TV, commençons depuis le tout début. Comme toujours, il nous faut le contexte, sinon nous ne comprendrons pas pourquoi cette décision est si importante. Je vous ramène à une nuit étoilée en 1947, à la veille de la création d'Israël, où la tension et la peur étaient immenses. Il était évident que si l'Organisation des Nations Unies adoptait la déclaration, les pays arabes voisins et les Arabes du pays se battraient. Et Israël avait un problème, car presque aucun pays n'acceptait de nous fournir des armes afin d'éviter d'alimenter un conflit potentiel. En particulier, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui, sans surprise, n'avaient aucun problème à fournir des chars et des avions aux pays arabes, nous ont essentiellement imposé un embargo. Alors, qu'a fait Israël? Nous avions une guerre énorme à mener et aucun moyen de le faire. Eh bien, fait intéressant, la Tchécoslovaquie, avec l'accord de Staline, vend à Israël des armes nazies allemandes restantes contre de l'argent. Elles arrivent lors d'un grand pont aérien pendant l'opération Balak. Et pensez que de jeunes Israéliens qui venaient tout juste de survivre à l'Holocauste combattaient les Arabes avec des fusils qui portaient encore des logos nazis, c'est tout simplement incroyable. Le fait que nous ayons survécu à cette guerre était un miracle en soi. Saviez-vous que nous avons installé de faux studios de cinéma dans le réseau de contrebande de rouges à lèvres pour des machines capables de fabriquer des balles ou des usines souterraines utilisées pour fabriquer des mortiers, c'est-à-dire des bombes? Ça ne fonctionnait pratiquement pas, mais ça faisait tellement de bruit que les ennemis étaient pétrifiés. Bref, nous n'avions pas vraiment les choses dont nous avions besoin pour gagner. Et je pourrais m'extasier sur tous les détails de ce qu'Israël a fait pour se protéger à l'époque sans les capacités militaires. Cet épisode ne finira jamais, recentrons-nous. À l'époque, le pays traversait une période difficile et cette victoire était inattendue. Penser que c'est la Russie qui nous a aidés à survivre, c'est un peu fou, surtout quand on sait que les armes qu'ils nous ont données étaient vraiment de la camelote. Après la guerre, Israël a réalisé qu'il lui faudrait de solides alliés pour se défendre. Et le pays s'est alors lancé dans la construction de relations diplomatiques pour se procurer des armes. En fait, très vite, ils trouvent un nouvel allié et en 1967, nous avons un allié vraiment solide à nos côtés. Étonnamment, la France, pendant 15 ans, nous avait fourni une force aérienne très moderne, approvisionnée presque entièrement par elle. Pourquoi la France est-elle soudainement devenue notre meilleure amie? Comme souvent entre alliés, un ennemi commun nous a rapprochés. Pour eux, l'Égypte était un problème, et pour Israël, bien sûr, étant à leurs frontières, nous savions que l'Égypte représentait une menace très, très sérieuse. La France voulait s'attaquer au nationalisme arabe depuis un certain temps, car cela causait de nombreux problèmes dans ses colonies. Et ils ont réalisé qu'Israël pourrait potentiellement être un bon partenaire dans cela. Mais lorsque la guerre entre les rebelles en Algérie et la France a pris fin, les Français ont commencé à changer d'avis. Ils ont soudainement voulu se lier d'amitié avec ces pays arabes à cause de tout ce pétrole. Et oui, tu as deviné juste, ils ont décidé de sacrifier Israël pour obtenir cela. Juste 3 jours avant le début de la célèbre guerre des 6 jours, le président français de Gaulle a imposé un embargo total sur les armes à Israël dans l'espoir de les empêcher de déclencher la guerre. On en murmurait beaucoup, mais cela n'a pas marché. Israël, lors d'un exploit militaire remarquable, a utilisé avec succès sa force aérienne reçue pour anéantir la majorité de l'aviation égyptienne. Lors d'une guerre de 6 jours, un matin, on oublie souvent ce détail du miracle. Si la guerre s'était prolongée ne serait-ce qu'un peu plus longtemps, Israël n'aurait pas eu les armes dont il avait besoin à cause de cet embargo. La trahison de la France envers Israël ne portait pas uniquement sur les armes. Cela concernait aussi le fait que nous leur avions payé beaucoup plus d'armes qu'ils ont refusé de nous livrer. Ils ont gardé à la fois l'argent et les produits. Rappelez-vous, nous étions un jeune État avec peu d'argent, voire presque pas d'argent, mais nous avions de l'intelligence. Alors, qu'a-t-on décidé concernant ces 12 vedettes lance-missiles qu'ils refusaient de livrer? La veille de Noël 1969, un an après la guerre.
Des marins israéliens déguisés en touristes ont embarqué sur les bateaux, démarré les moteurs et quitté la France pendant une tempête hivernale, pendant que le gouvernement français était en vacances, et ils sont arrivés en Israël. Je veux dire, nous avions payé ces bateaux, mais nous avions aussi payé 50 avions et comme les avions en notre possession commençaient à tomber en panne, nous en avions besoin. Mais la France a catégoriquement refusé. La fabrication semblait être la voie la plus évidente, mais il nous fallait le savoir-faire, c'est-à-dire les plans. Comment allons-nous obtenir ça alors? Israël a lancé une opération de renseignement audacieuse pour voler les moyens de sa propre survie. Le Mossad a recruté un ingénieur suisse d'une entreprise habilitée à fabriquer les moteurs Mirage, les moteurs d'avion qui ont réussi à faire passer clandestinement plus de 2 tonnes de plans classifiés en Israël, en échangeant les caisses destinées à l'incinérateur contre de vieux journaux en utilisant ces plans volés. Les industries aérospatiales israéliennes ont d'abord cloné ces moteurs pour créer le Necher. Notre premier véritable avion, décisif durant la guerre du Kippour en 1973, a abattu plus d'une centaine d'appareils ennemis. Ils ont alors profondément modifié leur conception en installant un puissant moteur américain dans la cellule française, créant ainsi le Kafir. C'est un avion Frankenstein qui était plus rapide que l'original et qui a donné naissance à l'industrie de défense high-tech moderne d'Israël. Cette trahison a beaucoup appris à Israël et, en réalité, a marqué le début de la création de nos propres systèmes de défense. Mais encore une fois, nous n'avions pas la capacité de vraiment devenir la superpuissance militaire dont nous avions besoin pour nous défendre. Et puis, les États-Unis entrent en jeu. À cette époque, ils sont en plein milieu de la gestion d'une menace russe, n'est-ce pas? En observant la carte de la guerre froide, ils réalisent que soutenir Israël pourrait être une bonne option. Après des années d'indifférence, les États-Unis nous envoient enfin de vrais avions militaires. Rappelez-vous, nous sommes à la frontière de l'Égypte et de la Syrie, alors soutenus par les Soviétiques. Mais il nous fallait plus qu'une force aérienne, des chars et des munitions. Ayant retenu la leçon des Français qui nous ont trahis ainsi, nous choisissons de diversifier. Oui, certains venaient encore des Américains, mais pas directement par crainte de fâcher les pays arabes. Ils ont utilisé l'Allemagne comme intermédiaire pour nous fournir secrètement des chars américains dans le cadre des réparations allemandes pour la Shoah. Nous avons aussi obtenu des éléments du Royaume-Uni et il y a eu un rebondissement intéressant dans cette histoire. Pendant la guerre des 6 jours, environ 5 ans plus tôt, l'Égypte et la Syrie avaient laissé des centaines de chars soviétiques, tout neufs, dans le désert. Quand nous les avons vaincus, nous sommes ensuite allés les récupérer. À ce stade, nous avons une armée hétéroclite, ce qui finit par poser un vrai problème. La guerre de Yom Kippour a totalement surpris Israël. Pour utiliser les chars donnés par le Royaume-Uni, il nous fallait les bons obus. Mais ils étaient terrifiés à l'idée de faire face à un embargo sur le pétrole comme conséquence potentielle de leur soutien à notre cause, alors ils ont refusé de nous envoyer quoi que ce soit. En quelques jours, nous manquions de munitions, incapables d'utiliser les chars russes ou britanniques, et nous étions quasiment bloqués. Nous avions bien les chars et les avions, mais pas du tout de carburant ni de balles. C'est déjà la deuxième fois, ce qui montre pourquoi l'indépendance énergétique d'Israël est si cruciale. Si vous ne comprenez pas la référence, regardez notre épisode précédent sur l'accord pétrolier entre Israël et l'Égypte. La dépendance au pétrole influence l'armée et les décisions diplomatiques des pays, guidés par leurs besoins en énergie et commerce. À l'avenir, Israël pourra dissuader les pays de soutenir ses ennemis en menaçant d'imposer des embargos pétroliers. Revenons au sujet principal. Nous faisons appel aux États-Unis pendant la guerre du Yom Kippour car nous manquons du matériel nécessaire. Nixon décide d'aider lors de l'opération Nickel Grass pendant 32 jours. Il nous envoie d'énormes fournitures pour réapprovisionner notre armée et ça nous sauve. Ce ne sont pas seulement des obus, ce sont aussi des chars et des avions de chasse. Mais cela a un prix ultime, celui que nous connaissons encore aujourd'hui. C'était des menottes en or. Ça nous a sauvés. Lorsqu'ils ont décidé de mettre fin à la guerre pour leurs raisons, Israël a dû accepter un cessez-le-feu. En quelques semaines, nous avions surmonté l'attaque surprise et inversé la situation. Les Égyptiens étaient encerclés dans le désert sans ravitaillement, mais cela ne correspondait pas au plan. Les États-Unis espéraient un accord de paix, sachant que si nous gagnions vraiment, cela n'arriverait jamais. Ils ont donc forcé Israël à cesser la guerre et à nourrir les Égyptiens, menaçant d'interrompre ses approvisionnements. Et là, Israël a en quelque sorte compris la leçon. Cet argent allait venir avec de sérieuses conditions. Cela ne nous convenait pas. L'establishment de la défense israélienne s'est lancé dans une production frénétique, suivant une logique simple. Si nous faisons tout nous-mêmes, personne ne pourra couper l'accès. C'est une logique similaire à ce que nous ressentons aujourd'hui.
Pendant environ 15 ans, de 1974 à 1987, Israël essaie de devenir une mini-superpuissance. Nous achetons encore énormément aux États-Unis, mais nous fabriquons aussi nos propres équipements, nous construisons nos propres chars, le Merkava, nous fabriquons le fusil Galil, donc nous n'avons pas besoin de l'Europe. Et nous investissons aussi massivement dans la création de notre propre avion, appelé le léger avion de vigilance. L'idée est de ne pas dépendre des États-Unis pour les avions de chasse, car nous continuons à leur acheter des F-15 et des F-16. Mais les États-Unis n'ont pas apprécié cela. Ils ne veulent pas que nous créions de la concurrence, alors ils nous demandent d'abandonner le projet léger avion de vigilance. En Israël, en 1987, une décision très controversée est adoptée de justesse au gouvernement, annulée par une seule voix. Israël y avait investi depuis des années et tout le pays soutenait ce projet. Encore une fois, Israël, pour la deuxième fois, fait quelque chose de mauvais pour le pays afin de garder l'argent des États-Unis. Mais cela crée quelque chose de nouveau et d'important. Qu'allait faire Israël avec les milliers d'ingénieurs et de brillants esprits qui avaient travaillé sur ce projet d'avion? Israël ne veut pas qu'ils quittent le pays, alors ils investissent de l'argent dans de nouveaux départements au sein de l'industrie aérospatiale. Ne pouvant construire l'avion, ils veulent utiliser la technologie pour fabriquer des missiles, radars et drones intelligents capables de détruire d'autres avions. Et c'est exactement ce qu'Israël a fait très rapidement. Ils sont passés à la haute technologie, mais pour l'armée. Le dôme de fer, les faisceaux laser et la cybersécurité. Mais c'était plus que ça. Nous développons des technologies, des conceptions et des codes optimisés. La plupart des hommes israéliens ont une formation militaire et comprennent bien les besoins de l'armée. Ainsi, la fin de léger avion de vigilance devient en quelque sorte une bénédiction déguisée. Mais que se passe-t-il réellement avec la fabrication des vraies pièces, des bombes, des balles, des chars, etc. Voici le piège des menottes dorées. Les États-Unis instaurent un programme d'aide financière que nous connaissons tous désormais. Il y a une grande idée reçue selon laquelle l'aide que les États-Unis nous envoient est simplement un cadeau gratuit et nous savons que c'est faux. L'argent doit être utilisé aux États-Unis. Enfin, en réalité, il y a une petite nuance. Lors de la signature de l'accord, ils envoyaient environ 3 milliards par an, dont près de la moitié en aide économique, qu'Israël a peu à peu supprimé. Cet accord est différent de ce à quoi nous sommes maintenant habitués, car ils ont accepté de permettre à Israël d'en dépenser 25% en Israël. Mais je vais y revenir dans une seconde. L'Amérique a des raisons très précises de nous financer et toutes lui sont extrêmement bénéfiques. Voici les 5 principales raisons. Ils ont des intérêts politiques à maintenir un allié solide au Moyen-Orient. L'argent reçu doit être dépensé aux États-Unis, renforçant ainsi leur économie. Ils peuvent de nous imposer des décisions militaires contraires à leurs intérêts. En retour, ils obtiennent des technologies et renseignements qu'Israël seul peut fournir. Et ils nous empêchent de devenir de sérieux concurrents pour eux dans le secteur de la fabrication d'armes. Ensuite, la situation devient très étrange et hybride. Les 25 que nous pouvions dépenser ici jusqu'en 2016 ont été donnés pour qu'Israël puisse développer la technologie. Considérez cela comme une excuse pour avoir annulé un 5. Imaginez une cuisine où Israël crée les recettes, mais où tous les ingrédients sont aux États-Unis. Prenez le dôme de fer, le radar et les logiciels sont produits en Israël, mais les missiles sont fabriqués aux États-Unis. C'est pareil avec les chars véhicules blindés américains, on construit tout le reste, mais le moteur vient d'Amérique. C'est une situation hybride un peu étrange. Pourquoi? Parce que tout l'argent que les États-Unis donnaient à Israël était dépensé là-bas. Utiliser notre argent pour fabriquer ici n'avait pas de sens, alors que ce serait gratuit si on les laissait faire. Voyez-le ainsi. Il nous faut 100 000 obus d'artillerie. Première option, une usine israélienne coûte 50 millions de shekels du budget des contribuables. Deuxième option, l'usine américaine ne coûte rien au budget israélien car elle est financée par le crédit américain. C'est assez évident. Notre technologie ne cesse de se renforcer, mais nos usines de production ouvrière commencent à fermer lentement, lentement, lentement. En 2016, avec l'accord d'Obama, la situation a changé. Vous voyez, ils ont annoncé un énorme accord de 38 milliards d'aides sur 10 ans, mais 100% de cette somme devait maintenant être dépensée aux États-Unis. Et nous avons décidé de tout prendre. Les 38 milliards vont directement à l'armement militaire. Il n'y a plus aucun soutien économique, ce qui représente un grand changement. L'ironie de tout ça est aussi totalement folle. D'un côté, nous exportons la meilleure technologie du monde, qui vaut des milliards et des milliards, mais d'un autre côté, quand une vraie guerre éclate, nous dépendons totalement des États-Unis pour obtenir des armes pour nous battre. Le 7 octobre survient et Israël prend conscience des graves problèmes. Oui, nous avons la meilleure technologie, mais pas les bombes ni les balles pour combattre.
Quand Joe Biden a suspendu les livraisons, la situation est devenue très difficile. Cela a dicté une grande partie de notre stratégie de guerre et c'est en grande partie la raison pour laquelle il nous a fallu autant de temps pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et Bag-in-Box le remarque. Et donc, c'est pourquoi cette annonce énorme, cette semaine selon laquelle 110 milliards seront investis dans notre propre production au cours des 10 prochaines années, est si importante. C'est environ 15% du produit intérieur brut d'Israël. Pour mettre en perspective, l'aide américaine reçue en 10 ans est d'environ 38 milliards, soit presque 3 fois plus. Et même si nous ne connaissons pas encore beaucoup de détails sur l'accord, la raison en est qu'Israël peut être militairement autosuffisant. Même avec nos alliés, nous achèterons encore certaines pièces à l'étranger, mais visons l'indépendance. Ceci est un changement délibéré, car nos craintes de futures restrictions étaient fondées. Nous avons constaté les embargos dus à la guerre et cela ne peut plus durer. Mais il ne s'agit pas seulement d'éviter de futurs problèmes. Cela renforcera notre secret opérationnel, notre autonomie et notre position dans les conflits, faisant de nous un exportateur mondial d'armes. Avant de vous emballer, notez que cela ne se produira pas demain. Il faudra des années pour que cela arrive. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si cette annonce a été faite juste avant le voyage de Netanyahou en Floride pour rencontrer Trump. Cela servira de levier pour les négociations, ce qui nous amène vraiment à la question de savoir comment les États-Unis vont réagir. Mais il y a d'autres problèmes. L'argent sera-t-il détourné d'autres besoins essentiels? Israël pourrait avoir, ses 50% du produit intérieur brut. D'autres pays risquent-ils de lancer une course aux armements face aux capacités accrues d'Israël? Ce sont toutes des questions qu'on va devoir se poser. Mais vraiment, la question la plus importante, c'est est-ce que cela va nous mettre dans une position dangereuse vis-à-vis des États-Unis, puisque cela prendra du temps avant que nous devenions indépendants? Même sans réponse complète, je pense qu'on peut supposer que Bibi n'a pas pris une telle décision sans consulter ses amis à la Maison-Blanche. D'abord, il faut comprendre ce que cela implique. Un investissement de 110 milliards. Ce n'est pas une simple annonce. Des mois de préparation ont été nécessaires pour la réaliser. Et si je devais deviner, je dirais cela, de nombreuses personnes, même dans l'administration américaine, en sont plutôt satisfaites. Nous savons que l'administration actuelle est notre allié, mais cela pourrait changer. Et alors que les vents tournent contre Israël, non seulement au sein du Parti démocrate, mais aussi de façon significative maintenant dans le Parti républicain. Cela ne m'étonnerait pas si certains de nos alliés poussaient secrètement pour cela afin d'assurer la sécurité à long terme d'Israël. C'est en réalité une victoire politique pour eux, car le mouvement Stoppons le financement étranger gagne du terrain aux États-Unis. Cela permet de satisfaire ses électeurs et de protéger Israël contre d'éventuelles futures administrations dangereuses. Je vais être franc. Je pense que les électeurs qui trouvent cela une bonne idée sont des idiots. Ils ne comprennent rien à la politique. Cette annonce est excellente pour Israël. Oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas si bon pour les États-Unis. Ils risquent de perdre beaucoup, mais c'est devenu la nouvelle norme. Et des personnes instruites qui réclament des choses qui leur sont en réalité nuisibles, des gays pour la Palestine, quelqu'un? Comme nous l'avons dit plusieurs fois, l'Amérique bénéficie en réalité beaucoup plus du financement de notre armée qu'Israël ne le fait pour Israël. Oui, c'est un mécanisme de survie, mais souvent, cela nous empêche d'obtenir ce que nous voulons pour l'Amérique. Honnêtement, cela ne fait qu'améliorer leur situation. Mais il y a une autre raison pour laquelle le moment choisi est à nouveau stratégique. Ces dernières semaines, il est clair que les États-Unis veulent vendre des F-35 à l'Arabie saoudite pour renforcer l'alliance anti-iranienne au Moyen-Orient. Les F-35 comptent parmi nos avions les plus avancés. L'Arabie saoudite a obtenu le même statut qu'Israël, principal allié non membre de l'OTAN. Nous savons que Trump veut la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Voilà pourquoi Israël n'a pas empêché la vente de ses avions, mais cela ne signifie pas que nous en sommes satisfaites. Et la Turquie, d'ailleurs, essaie aussi de réintégrer le programme F-35, ce qui pourrait poser un vrai problème pour Israël. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, parce que même si nous ne sommes vraiment pas intéressés à ce que des pays ennemis potentiels possèdent des avions très performants, Netanyahou va utiliser cette annonce comme levier pour riposter. Comment exactement? Nous ne le savons pas, mais il pourrait potentiellement négocier pour obtenir de meilleurs avions ou d'autres avantages militaires. Oui, il est important de noter que les États-Unis ont une loi depuis 2008 que nous appelons le QME. L'avantage militaire qualitatif signifie que les États-Unis doivent légalement préserver la supériorité militaire d'Israël.
Cela signifie qu'ils ne peuvent pas vendre à un pays arabe du Moyen-Orient quoi que ce soit d'équivalent à ce qu'Israël possède. Alors, comment vont-ils vendre cet avion à l'Arabie saoudite? Eh bien, pour commencer, ils ont un peu simplifié les avions, mais ils ont aussi permis à Israël de modifier et d'améliorer les F-35, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Cette loi n'expire pas comme les accords financiers que nous avons avec eux. Cela doit être renouvelé tous les 10 ans. C'est la loi. Le président des États-Unis ne peut pas légalement vendre des armes avancées à une nation arabe sans d'abord soumettre un rapport au Congrès, certifiant que l'avantage d'Israël est maintenu. Pourquoi agirait-il ainsi? Pour plusieurs raisons, comme nous l'avons dit, les États-Unis tirent en fait beaucoup d'avantages d'un Israël fort. D'abord, le Moyen-Orient est important pour le commerce et le pétrole. L'Amérique ne souhaite pas la guerre et veut éviter un conflit majeur qui nuirait au commerce. Grâce à sa supériorité militaire, Israël dissuade et évite aux États-Unis d'envoyer des troupes. Israël est stable, contrairement aux pays arabes, souvent instables et influencés par des tendances soviétiques. Cette politique a débuté à cette époque, quand l'Égypte et la Syrie étaient soutenues par les Soviétiques. Nous sommes le pays pro-américain qui ne change pas et qui pourrait tenir les agents soviétiques à distance. De plus, à cause de nos guerres, nous améliorons constamment leurs armes. Nous sommes contractuellement obligés de partager les données avec eux. Donc, en gros, c'est comme des tests de combat gratuits, ce qui leur permet aussi de garder un avantage militaire. Et donc, nous voilà au début d'un carrefour et d'un changement. Bien que nous soyons habitués à la relation indépendante et positive entre Israël et l'Amérique, nous constatons qu'un changement est nécessaire. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons discuté de la façon dont Bibi a dit qu'il y avait beaucoup plus de surprises et honnêtement, il n'a pas déçu. Ces leçons que nous apprenons étaient malheureusement attendues depuis longtemps. Mais je croyais vraiment que les changements que nous voyons vers une Israël plus autonome, moins dépendante et incroyablement forte sur le plan militaire et économique sont presque messianiques. Ce sont des temps extraordinaires. Beaucoup peut arriver, peut-être pas demain, mais c'est la bonne voie. Et pendant longtemps, nous avons eu l'impression que nous avions peut-être perdu notre chemin, qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de raisons d'espérer, mais ce n'est pas le cas. Les relations évoluent. La dynamique entre les États-Unis et Israël doit passer d'une dépendance très forte à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Espérons que, malgré d'éventuelles difficultés, ce sera bénéfique pour tous. La doctrine de l'aide gratuite par nécessité et la dépendance aux autres doivent vraiment appartenir au passé pour Israël. Cela examine vraiment combien d'exemples il y a. Nous en avons présenté dans cet épisode et il y en a beaucoup d'autres qui prouvent à quel point notre dépendance est dangereuse. Et maintenant, nous nous éloignons du besoin des autres. Mais aussi, nous gagnons en puissance et les autres pays deviennent dépendants de nous. L'Israël de 2023 sera très différent de celui de 2033 économiquement, militairement et diplomatiquement. Le pays commence à prospérer. Pour ma part, je suis très reconnaissante de vivre cette époque. Rappelez-vous, l'Amérique en tant qu'allié est d'une importance capitale car, au bout du compte, c'est l'Occident, ce sont les valeurs judéo-chrétiennes, qui seront capables de lutter contre les infiltrateurs dans nos économies et nos pays. Nous voyons ces infiltrations partout et Israël est simplement à l'avant-garde. Nous menons les guerres pour l'Amérique. Et cette relation sera toujours liée. La question est, à quel prix? À quel moment Israël dira-t-il? D'accord, reculez un peu. Nous pouvons travailler ensemble, mais nous ne pouvons pas, vraiment pas, faire dépendre notre survie d'un président qui pourrait finir par nous détester. Donc, si vous êtes un Américain qui regarde cet épisode et que vous vous demandez « est-ce vraiment mauvais pour l'Amérique ?» Je dirais non, je dirais que c'est différent. C'est un changement, un éloignement de la réalité que nous connaissions, qui avait ses avantages, mais vers quelque chose de différent. Quelque chose qui, si vous croyez en Israël et que vous voulez qu'Israël survive, est en fait extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Deux choses peuvent être vraies à la fois. Quelque chose peut bénéficier à la fois à Israël et à l'Amérique. Et la relation entre ces deux pays ne va pas disparaître. Comme je l'ai dit, cela va nous prendre pas mal de temps pour comprendre tout cela. Cela ne se fera pas demain, mais c'est un bon changement dans la bonne direction. Et enfin, j'attendais depuis si longtemps de faire cet épisode. Je suis Ira Kaï et je vous dis à la prochaine fois.